Nostradamus. C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Vous savez comment ça se passe. 106.6, Radio Campus. Adia Shakes, ça dit quoi mon type? On est là, calme. Ça se passe, calmement. Calmement. Hein, D-Bronx, c'est ouais, comment? On est bon. Calmement. On va pas faire semblant, on est ensemble depuis, donc ouais. c'est comme tout à l'heure. Hein, Myriam. Pareil que du Bronx. Ouais, pareil que du Bronx, hein. Ouais. Ok. En tout cas, aujourd'hui, nous avons un invité de marque, de prestige. Hein, l'homme qu'on appelle l'Alco. N'en faites pas trop. Ah, l'Alco, je suis choqué que t'es devant moi là. Non, arrête ça. L'Alco, c'est bien toi. Non, c'est moi mon frère, c'est moi. Personne d'autre. Alco, en tout cas, merci en tout cas d'être venu. Depuis le temps qu'on devait se caler ça, tu connais. Exactement. Donc ça fait longtemps, on t'a pas vu d'ailleurs, en tout cas dans les interviews, les médias, etc. Ouais. Et pour la nouvelle génération qui te connaissent pas, en 2-3 mots, l'Alco c'est qui, c'est quoi? Oh, l'Alco c'est un artiste. On peut dire qu'un artiste engagé? Bah oui. Engagé, Ça non. part de Lumumba, tout ça, l'Alco quand même. Oui, engagé, je sais pas, mais un artiste avec des convictions. Ah, avec des valeurs, des Ouais, principes, avec des valeurs, avec une éducation. tout ça. Et donc voilà, et qui a commencé on va dire à la fin des années 90. Ouais. Tu vois, je pense que j'ai quelques titres, tu vois, qui ont fait parler d'eux. Ah, c'est ça. Et d'autres moins, mais on va en parler. Voilà, c'est toute une histoire de 200 titres que vous pouvez découvrir sur les plateformes. D'une centaine au moins. Pour ceux qui sont uploadés, vous pouvez découvrir et vous faire un avis. Non, c'est clair, hein. Donc, est-ce que on pouvait te dire à l'époque, je ne sais pas, est-ce que tu étais incompris à l'époque? Ou pas? Incompris? Ouais. Par rapport au message que tu véhiculais et tout ça. Donc, toi, t'étais dans hardcore, mais t'avais beaucoup de messages. Et ces messages, fallait les comprendre, hein. Ouais, mais je pense que bon, voilà, comme on est, moi, j'ai toujours été ambitieux. Je crois que la taille des adversaires que j'avais choisis était plus grande, donc tu vois, moi, je me suis toujours intéressé peut-être à des choses, tu vois, qui me marquaient plus. Ouais. Moi, j'ai jamais considéré qu'un jeune dans la rue comme moi, peut-être à l'époque, dans l'art urbain, quelqu'un qui cherche, j'ai jamais considéré comme un adversaire ni comme un ennemi. Ça part de ça. Donc j'avais des thèmes qui me venaient, des choses qui me frustraient le plus. Donc peut-être qu'à cette époque-là, c'était pas encore évident pour tout le monde. Ouais. Donc je peux pas dire que j'étais incompris. Je vais juste dire que moi et quelques autres, on parlait de choses dont tout le monde parle maintenant. Ouais, c'est ça. Tu vois, réécoute les titres dont les gens disaient à l'époque, ouais, mais je comprends pas trop. Ils les comprendraient tous aujourd'hui. Ouais. Non, c'est ça. Et du premier coup. Tu vois. Donc c'est juste que on n'avait pas les mêmes centres. On venait du même environnement. Ouais. Nous, on n'était pas différents, mais on n'avait juste pas les mêmes centres d'intérêt, tu vois. C'est tout. Tu vois, tu t'as fait référence à un titre comme Lumumba. Ouais. Moi, je me suis toujours intéressé à... Moi, l'Afrique, c'est très important pour moi, tu vois. C'est la base de tout. Et les mouvements nationalistes, les choses qui nous ont fait nous retrouver en France, tu vois, on se retrouvait entre potes. Il y en avait ceux qui avaient fui la guerre de Brazza. Il y avait ceux qui avaient fui le terrorisme en Algérie. Tu vois ce que je veux dire? On se retrouvait à l'école, on voyait à un moment que nos histoires se ressemblaient. Oh, toi, tes parents, c'est ça? Oh, moi, mes parents, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'était un peu ça, tu vois. Donc ça nous a réunis, ça nous a donné envie de parler de ça. Et bien sûr de ce qu'on vivait aussi au quotidien, tu vois. Non, c'est ça, hein. Non, mais en tout cas, moi, la toute première fois que je t'ai vu, c'était dans le clip d'Escobar Maxon, Ghetto Guet-Apens. Ouais. Et je savais pas quand t'étais vraiment un rappeur et tout ça, mais il y avait les négros avec du charisme, tu faisais ça, j'ai dit, hey mais c'est qui ce move? Ouais, si. Ouais, non. Ouais, voilà. Grande amitié, un gros shout-out à Escobar Maxon. Non, c'est voilà, ça. Hein. frère de longue date. Et... Donc, ta première signature, c'était avec 45 ou bien avant ça, t'étais dans un label, t'étais dans une structure ou bien c'était vraiment ta première signature officielle? Non, 45, c'est ma première. 45 scientifique, c'est ma première signature officielle. Ok. Comment ça s'est fait un peu la connexion? En vérité, moi, j'étais
moi, je bougeais beaucoup, tu vois. On avait une équipe, on bougeait beaucoup, tu sais, on aimait bouger. On allait à gauche, à droite, on venait même dans cette ville, tu vois, on bougeait beaucoup. Et fatalement, moi, je rappais parce que à l'époque, j'ai toujours aimé le rap. J'ai eu 2 phases. J'ai eu une première phase où je n'écrivais pas. En fait, je faisais qu'improviser. Donc, quand on allait dans des villes, on rencontrait des gens, on faisait des battles de ville en ville, tu sais, dans la rue, comme ça se faisait à l'ancienne un peu. T'as ta canette, tu croises un mec qui rappe dans un parc. Ah, tu rappes toi? Ouais, truc, et puis boum boum, tu vois. Donc, c'était ça. Et à un moment, j'étais dans un groupe avec des potes qui faisaient comme moi. Et ils m'ont dit, mais t'as quelque chose de différent, tu vois. Personnellement, je te dis honnêtement, je n'y croyais pas. T'as quelque chose de différent, premier message. Après, dans la ville, il y avait un groupe de gens plus importants qui étaient déjà structurés, qui faisaient des prods sur des gros albums de rap français. Ils me disent, mais non, toi, il faut que tu nous rejoignes. Je me suis dit, ouais, mais comment ça, je vais faire quoi? Non, il faut que tu viennes, tu rappes, c'est tout, tu vois. Donc, je me suis lancé comme ça. Donc, en vérité, j'ai jamais eu de contrat. Et comment se fait la connexion avec le label 45 Scientifique à l'époque? C'est que moi, je suis à Génération. Donc, j'ai un frère qui s'appelle Bob. Bob Johnson. Ouais, Bob. Ce fameux Bob. Ouais, Bob Gianni, donc, qui avait Makea Prod et qui était un aîné qui il organisait son truc, tant bien que mal, il faisait des choses. Voilà, il faisait des soirées, on était tous ensemble, on était dans un mouvement. Et j'ai enregistré un maxi. Moi, j'ai enregistré un maxi pour le plaisir. Il a écouté le maxi, il a pété sa tête. Il a fait écouter à tous les autres potes, ils lui ont dit non, c'est pas Cole qui rappe comme ça, c'est pas lui. Tu vois, c'était ça le sujet. C'est vraiment toi, tu vois. Donc après, ils ont fait rentrer le son à Génération. Le son a commencé à tourner. Et franchement, je te dirais contre mon avis. C'était pas pour ça que j'étais là, parce qu'à l'époque, à côté, on produisait des petites émissions pour faire découvrir des talents. On avait fait à l'époque le premier crochet qui s'appelait Hip Hop Stars. Bon, je suis d'accord, le nom il est pas ouf, mais après je pense que c'est de ça qu'ils se sont inspirés pour faire Max 209. Ouais, donc voilà, donc on a eu les H Magnum qui sont passés, plein de rappeurs que je vois aujourd'hui et qui passaient à ce truc-là. Donc t'étais déjà dans un concept, faire découvrir les nouveaux talents. J'étais déjà dedans en fait. J'étais déjà dedans, totalement. J'ai réalisé le maxi du vainqueur. On a commencé à réaliser la compile. Et donc Bob sort une deuxième compile et met mon titre, donc Blow, mon maxi Blow, que j'ai produit avec mes potes. Mais comme on est des amoureux du rap à l'époque, on prend notre argent, on va en studio, dans les plus gros studios parisiens, on fait des gros mix avec les meilleurs ingénieurs dont on entend parler. On prend les meilleurs beatmakers. Donc moi, on a l'adresse de Chris. On contacte Chris qui avait fait le beat de Lunatic, tu vois. Je pense, je sais plus quels sont de Civilisé. Et on débarque devant lui, on dit ouais voilà, nous on veut un son. Il dit mais vous êtes qui? Et on dit non frère, non, on veut un son. Tu vois, donc on s'est entendu. Finalement le gars hyper ouvert, il me produit un son, je fais le titre Blow et le truc il tourne. Et je pense que le son il arrive à tout le monde comme ça, tu vois. Je pense que Jean-Pierre Sec l'entend, Jean-Pierre Sec, Bob se connaissent, il lui demande ouais c'est qui le gars, on discute, il m'invite sur son d'encre et puis après l'histoire elle se fait, tu vois. Simple. C'est une question de, je pense que de connexion, ça devait se faire comme ça et pas autrement, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc t'as signé là-bas, t'as sorti ton premier projet. Ouais, je pense. Ouais, Sans d'encre d'abord, la compile. Sans d'encre, le morceau Les Voix Suprêmes. Ouais, voilà, tu vois, où le morceau il a un peu déjà, Blow était un morceau spécial. Les Voix Suprêmes, c'est un morceau aussi pareillement spécial parce que le refrain, c'est, si je me rappelle bien, c'est un 12. Avec le mot négro répété une bonne dizaine de fois sous des angles différents. Les gens à l'époque sont choqués. Ouais, mais qui est ce gars qui parle de négro à la radio? Tu vois, ça se faisait pas. On disait pas le terme négro en France. Hein. Dans les morceaux, c'était très rare. Et c'était mal vu. Tu vois, et je comprends les gens à l'époque parce qu'ils se disaient que c'était une dépréciation de l'image des Noirs. Tu vois. Mais nous, on s'appelait négro. Tu vois, c'est peut-être la culture américaine qui nous a influencés. Mais nous, on s'appelait
On s'appelait Nero depuis quasiment là. C'est ça, depuis les voilà. menaces société. Ouais, tout exactement. Ça, T'as capté. Donc, ouais, ce morceau a eu un impact spécial parce que c'était la première fois qu'on m'entendait sur ce genre de prod, donc qui étaient les prods typiques de 45 scientifiques, donc par Fred Dudouet, qui faisait tous leurs voilà, Fred le magicien. C'était pas des beats, nous on vient d'une culture un peu avec des beats un peu plus ronds, des plus grosses basses, un peu plus Brooklyn. Eux, c'était vraiment, il y avait une identité, je vais pas dire une identité Queens, mais tu vois le type de beat que c'était avec des mélodies, vraiment truc. C'était la première fois qu'on m'entendait dessus, et puis moi je me suis amusé à faire un frein et des longs couplets. En fait, à chaque fois, moi j'ai toujours essayé de casser les codes dans le truc. C'était une bonne expérience, je pense. Le titre voilà, il est disponible, allez l'écouter. Hein. Il s'appelle Les Voix Suprêmes. Et en tout cas, Les Voix Suprêmes, on peut dire que c'est un classique. Hein. C'est du caviar, mec. Ouais. C'est du caviar. Merci, Medjo. C'est trop. C'est du caviar, ouais. Donc, mais t'es resté combien de temps chez 45 ? Chez 45, donc on fait ce maxi. Après, on fait le maxi Entreprise et Les Oiseaux se cachent pour tuer. Donc, on commence à rentrer dans les phases de préparation d'albums. Je pense que Escobar et moi, on enregistre des mixtapes. J'enregistre un album qui sortira pas. Donc, je pense que si je suis arrivé chez 45 en 2003, j'ai bien dû faire 3 ou 4 ans. Ok. 3 ou 4 ans avec ce label. Parce que le 45, on va dire, bon, à l'époque, quand Booba est parti, tout ça, bon, voilà, il devait renouveler un peu ses artistes, etc. Exactement. Donc, Myriam, ça va ? Oh, désolé. Ouais. Je suis désolé. Faut boire de l'eau, faut boire. C'est important. Sans parachute, hein, chez nous. Y a pas de parachute, hein. Non, ça va. Les aléas du direct. L'ambiance est... Faut s'accrocher. Donc voilà, on peut vous dire qu'à l'époque, c'était la relève, on va dire, hein, du 45 à des 2.0. Donc moi à l'époque, en tout cas, je comptais fort sur Escobar. Oui, je donc, sais. Moi, je comptais fort sur lui. Hein. C'était le Joe de tous les Joe. Donc voilà, moi quand je voyais, je dis bon, Escobar, vas-y. Je pense qu'en plus quand il est sorti Guet-Apens, c'était n'importe quoi. Ouais. C'était n'importe quoi et tout ça. Je dis ça y est, bon, même si Booba est parti, je pense que là ils ont des bons artistes. J'ai dit vas-y, Escobar il va péter. Derrière Latko il va suivre juste derrière. Donc c'est comme ça en tout cas moi je voyais plus ou moins cette stratégie. Et je vois, mais il n'y a rien vraiment de concret en fait. Hein. Ouais, donc on voyait que oui, 45 affiliés, mais ça n'a pas été bien travaillé. C'est dû à quoi, Latko ? Bah écoute, tu sais, maintenant qu'on a tous un peu d'expérience dans le business, ce qu'on peut appeler le business, en France, je pense que les gens sont très observateurs. Ils regardent ce qui se passe. T'as vu aujourd'hui, tu prends n'importe qui dans la rue, il connaît les chiffres. Incroyable. J'ai jamais vu ça. tout le monde bosse au Snap ici. Et en vérité, tu peux comprendre que pour une entreprise, n'importe laquelle, pour une organisation, le changement de phase, de la transition, ou alors le changement de cap, ou même l'évolution sont toujours des phases critiques. Ok. C'est toujours des phases critiques. Si tu prends sur le papier, moi je suis le premier à signer chez 45. Ok, ah ouais, Escobar. Ouais. Et donc après, Escobar vient parce qu'il passe aussi par Sandank. Et Esco et moi, déjà à l'époque, on a beaucoup de frérots en commun. Donc voilà, moi quand il arrive, c'est... tu vois, c'est le Real de Madrid. Donc on se dit, voilà, là c'est fini. Mais en vérité, le label est dans une phase spéciale. Ce sont quand même des entrepreneurs. Il y a des questions de priorité, il y a des questions de chiffres. L'industrie est en train de changer. Le disque, c'est plus exactement la même chose. Et comme en France, c'est un pays où on te prête rien, tu vois, beaucoup de gens estiment que l'artiste principal est parti. Tu vois. Donc nous, on a passé, je pense, un an et demi à faire le job. On a fait toutes les radios. On est allé dans toutes les villes. On a brûlé tous les micros qu'on a croisés, tu vois ce que je veux dire, pour que donc le temps que les gens commencent à attendre, il y a eu des mésententes, il y a eu mais ce qui arrive à tous les labels aujourd'hui. En fait, l'histoire de 45,
c'est l'histoire d'un label indépendant. Ça pourrait arriver à n'importe quel label. Donc, il n'y a rien de particulier à... Ça aurait été bien si ça avait marché. Mais comme on se dit entre nous, je vais te dire honnêtement, c'est le HEC du rap. Ok. Tu vois, Carrément. c'est le HEC du rap. C'est le HEC du rap. Ah, je sais du rap. Ouais, HEC du rap. Parce que moi, j'arrive chez 45 Scientifiques. Je sors vraiment de l'urbain. J'aime pas dire la rue. Je sors de l'urbain. Je sors des couloirs. Tu vois, je suis un gars des couloirs. L'ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis un gars des couloirs. Même pas le bitume, le couloir. Non, je suis un gars des couloirs. Non, le bitume, tu vois, il y a une pause statique. T'es là contre le... Non, nous, c'est des couloirs. Tu vois ce que je veux dire? On se croise là, mais vaut mieux que, tu vois, parce qu'on peut se recroiser là-bas. Tu vois? Donc c'est ça, on est des gars des couloirs et donc j'arrive là-bas, c'est une... Moi aujourd'hui, beaucoup de stratégies que j'applique dans ce que je fais par ailleurs et qui pour certaines me rendent successful dans des choses, je les ai apprises avec 45 Scientifiques. Ok. La culture de l'excellence, frère. Ouais. Déjà, devant un micro, quand t'as Ifi, Merci. quand t'as Ifi, que au début, quand il y avait Il, et que t'as Ali, et que t'as Escobar Maxon, tu vois, tout le monde vient à la bagarre dès que l'instru elle arrive, frère. Il faut faire la différence. T'as pas le droit. Tu vois, t'as pas le droit à l'échec. Et donc ça te montre déjà que la première règle, c'est la musique. On y reviendra toujours. Beaucoup de gens parlent de 1000 choses. Mais à la fin de la journée, si j'insulte qui je veux et que toute la toile se retourne contre moi, le lendemain, je sors un bon son, je règle le problème. Ouais. T'as capté? C'est la musique au centre de tout. Et ça, vraiment, c'était le HEC du rap. On s'est essayé, on rappait, mais c'était trop. Moi, je pense à tous les titres qui sont pas sortis, j'ai mal pour vous. Donc c'était vraiment, donc j'ai beaucoup appris là-bas. C'est pas une perte de temps. Ok. Bon, à un moment il fallait que ça s'arrête parce que c'était plus possible pour nous. Mais voilà, tu vois, c'est. Parce qu'en fait, vous êtes arrivé vraiment en temps de crise, en fait. Hein. C'est une crise globale. Ouais. C'est une crise globale qu'on a managée avec des succès parce qu'on a quand même réussi à faire naître des marques. Non, ça va. Tu vois, des marques qui jusqu'aujourd'hui, tu sais, tu dis sans prétention, mais tu dis l'alco, tu dis peut-être Escobar Maxon. Je pense qu'on fait partie des rares qui sortons pas de titres, mais il y a toujours une minorité de personnes qui attendent nos albums. Non, ça va. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Il y en a quelques-uns comme ça, mais je pense que c'est parce qu'on est passé par cette école de l'exigence en fait. Tu vois. Voilà. Et surtout le terrain. Ouais, beaucoup. Le terrain. Ouais, la culture du terrain, mais c'est ça qui crée la fanbase. Hein. ouais, c'est la culture du terrain. Et tu sais, que des sceptiques. Que des sceptiques. Et nous, on aimait ça, les sceptiques. On arrive là-bas, il nous dit, il y a sceptiques. Ok, on arrive. On arrive là, il n'y a pas histoire de bim bim. Non, ce ne sera pas de la bagarre, il n'y aura pas d'embrouille. Juste allumer les micros. Ouais. Tu vois, c'était ça. Oh, c'est ça. Hein. Donc, après 45, qu'est-ce qui s'est passé? Après 45, donc, on rentre dans une période un peu plus compliquée, bien sûr. On se sépare. Je reste très proche de certains, dont Escobar Maxon. Et on commence à réfléchir chacun comment réorganiser. Parce que là, on sortait où on était les... Tu sais, on a évité le phénomène des Baby Jordan. Ouais. Tu vois, le Baby Jordan, ou alors le futur Messi, ou le futur Zidane, qui se casse la patte, là. Tu vois. Donc, il fallait maintenant qu'on devienne nous-mêmes en même temps des entrepreneurs. Parce que c'est ça qui nous regardait comme destin. Parce que les maisons de disques avaient toujours peur. Ou peur de notre message, ou peur de notre attitude, ou peur de quoi, je ne saurais pas t'expliquer. Mais en même temps, pour te dire la vérité, on les a jamais rencontrés, on n'a jamais souhaité à cette époque. Ok. Tu vois, je me rappelle pas avoir fait. Proposition. Peut-être, mais je me rappelle pas avoir fait des rendez-vous, des trucs où j'ai peut-être parlé à une personne ou deux, mais je connaissais pas les prénoms des gens. J'avais le numéro de personne. Ça, et ça c'était m'intéressait voulu. pas. Ouais, ça m'intéressait pas. Ok. Parce que justement, je sais que c'est la musique d'abord. Le jour où j'ai ma musique, j'ai mon organisation. Les partenaires arrivent. Oh. Et après, je choisis mes partenaires. Tu vois. Mais je vais pas me mettre à la couleur du partenaire que je recherche sans avoir développé moi-même mon truc.
Mais Donc- tu penses pas qu'avec une signature, ça pourrait même t'aider à mieux développer ta carrière? Je vais te dire ce qu'on a fait sans signature. Mhm. Sans signature, on a créé un mouvement Ouais. où moi j'ai fait ma petite cellule César Sharp. Escobar a fait Maquiller la musique. Mhm. Au travers de ça, on a fait quelques collaborations. On a trouvé un gars qui est arrivé, qui avait un peu une énergie similaire à la nôtre. Il était un peu plus jeune, Despo. Mhm. Ouais. Tu vois, on a agrégé Despo. On a fait une série de titres, tu vois, dont un qui est sur un de mes albums, Esprit Crapuleux, Ah, c'est... où on a eu le plaisir de représenter ce qu'on pensait incarner. De donner un espoir, en fait, à des gens qui se voyaient pas. Si tu veux, je vais pas parler de typologie de personnes en France. Je vais pas rentrer dans les détails de tel est comme ça, tel est comme ça. Mais nous, on avait la même culture. Ouais. Donc, on arrivait avec ce truc-là. Et ça fait émerger beaucoup de choses. Et puis, tu avais des gars qui venaient, tu avais des cosy qui sortaient de ces histoires, ils sortent du plaque. Allez, viens. On fait des urban shoots, on kick, on a agrégé Des dossiers à l'époque aussi. des dossiers qui faisaient son truc. Il était aussi avec nous. On a fait combien de titres ensemble. Donc, on a créé, je pense, une énergie. Ouais. Nous, c'est ce qu'on voulait. Nous, c'est dans ça qu'on se reconnaissait. Là où on a échoué, c'est à monétiser ça. Ouais. Tu vois. Donc, c'était pas pour nous un échec de pas être allé signer chez un tel ou un tel autre. Ça se serait fait avec le temps, peut-être. Mais on était bien avec nos petits distributeurs. Nos musicastes au début, même si après c'est devenu un peu compliqué avec eux, on est vite arrivé sur le digital avant tout le monde parce que on voulait pas d'intermédiaire entre nous et le public. On a pris un certain nombre de décisions. Voilà, avec au début Seth Gecko, mais Seth Gecko De l'époque. tu vois, Seth Gecko de l'époque. On a fait des choses dans Oh, vous avez fait des choses, et avec d'autres. Bon, il n'y a pas que nous. Tu vois ce que je veux dire. Mais avec d'autres. Je pense que ces choses-là ont permis à une grosse génération de rappeurs que vous connaissez d'émerger. Ouais. J'en suis convaincu. Non, Parce que quand je les entends, je sais. Tu vois ce que je veux dire. Non, si. On a eu des anciens, mais avant nous, rapper avec des accents, parler d'un certain nombre de choses, parler du Congo, du Cameroun, du truc, ça n'avait pas de sens dans les oreilles des gens. Ouais. Parler de l'Afrique, ça n'avait pas de sens. Nous, on a urbanisé ça. Et je pense qu'on en a fait quelque chose de bien. Non, c'est clair. Hein. Tu vois. Et de ça est née toute une génération. Moi, je me rappelle quand j'étais chez 45, quand on a eu un peu de temps, on n'avait rien à faire. Moi, j'avais toujours mon équipe, mes amis avec qui j'ai commencé à m'organiser. On s'est dit, on va produire des mixtapes. On a fait des mixtapes qui s'appelaient Baby Killaz. On a fait poser 300 à 400 jeunes. Pour certains, c'était leur première fois d'entrer en studio. Ouais. Le concept, c'était jeunes sans buzz et sans tiep. Et c'était vendu au marché Malika à Clignancourt en milliers d'exemplaires. Les petits, c'était la première fois qu'ils posaient. On a eu Gims, on a eu Section d'Assaut, je pense, je sais même pas, c'était peut-être un de leurs premiers titres. C'est à quelle époque ça quand Je sais plus, c'était peut-être 2006. Ok. Tu vois, 2006, peut-être 2005, 2006, je me rappelle plus. Plein de rappeurs, de Villiers-le-Bel, de tout, de Rouen, d'Évreux, de partout. Donc en fait, nous, c'était ça, nous, c'était un mouvement. Tu vois, nous, c'était un mouvement d'abord avant de... Après, là où on a eu nos limites, mais je veux dire, on était nos propres limites, c'est qu'on n'a pas eu... monnaie, tout ça. Ouais, on n'a pas eu un organisateur qui à un moment il nous a dit stoppez, on arrête le jeu là maintenant. Ça coûte tant, ça coûte tant. Ok. Tu vois ce que je veux dire? On a continué à faire nos trucs, même quand on faisait semblant de vouloir collaborer avec les gens, trop de fierté. Ouais. Trop de fierté à un moment. D'ailleurs, on se tirait toujours. Moi, je faisais des mixtapes gratuites avec Groove, tu vois, distribués dans toute la France. Gratuit. Ouais, mais c'est moi qui les produisais. Moi, je fais de la mixtape gratuite depuis 2002. En 2003, j'offre un titre gratuit Gun Fever sur le site 45scientifique.com, ça n'existait pas. Les gens ils m'ont dit mais tu le sors pas le titre, tu fais pas. Jean-Pierre Sec il m'a dit c'est une idée de génie, on le met, les gens le téléchargent, il écoute, fin. Donc on était sûr que cette énergie, et puis on regardait beaucoup les États-Unis, où les gens commencent d'abord à te faire goûter leur dope. Quand tu deviens accro, ils te donnent le tarot. Tu vois ce que je veux dire? 50 a fait combien de mixtapes? Les Deep Set ont fait combien de mixtapes? Tu vois, D-Block, ils ont fait combien de mixtapes? Moi, je trouve qu'ici, on comptait trop, tu vois.
Ah, Ouais. j'ai 4 titres, j'ai 7 titres, je fais un album, il faut que je signe chez Universal. J'étais pas dedans. Ouais. C'était peut-être une erreur. Ok. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça un peu, HX, hein? Question à te poser. Moi, j'ai envie de dire que c'est super intéressant, en fait. Mhm. Ce qu'il vient d'expliquer. Par contre, j'ai envie de dire que j'ai quand même un sacré goût d'inachevé, en fait. Mhm. D'inachevé du fait que lorsqu'en fait on regarde les prémices du truc, tu vois, lorsqu'on sait que dans le roster dans lequel t'étais, il y avait toi, il y avait Escobar, il y avait Ifi. Ouais. On se dit mais hé mec, est-ce que tu te rends compte du truc? Non, ça a pété. Même si on a perdu B2O, Non. les mecs en fait qui étaient derrière, ça veut dire que t'as utilisé en fait des termes qui sont forts et qui sont vrais. En fait, t'as grandi et t'as évolué dans une école où on vous a appris en vérité l'excellence. Et ça, je trouve que c'est super fort. Par contre, et tu l'as dit en fait de manière claire, là où vous êtes perdu, ou du moins là où vous n'avez pas réussi en fait, c'est monétiser en fait tout ce que vous avez fait. Et je trouve ça encore plus dommage parce qu'en réalité, 45, c'est quand même en fait l'instigateur de tout ce qui va venir par après. Faut même pas se mentir, ça veut dire que avant en vérité que 45 vient mettre le modèle en fait de la réussite en indépendant, Yeah, ils ont tout inventé, ouais. tu vois, avant qu'ils mettent ce truc là, il y a aucune personne qui peut s'imaginer faire des morceaux par lui-même et être distribué dans toute la France. Ça existe pas. Il y a des gens qui en ont l'ambition, il y a quand même des gens qui se battent bien, Ouais. mais 45, je pense que c'est eux qui ont modélisé, ils ont Mais- schématisé, mais l'exploit est déjà réalisé avec leur précédent projet. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bon, peut-être avec nous, bon, le côté, je suis peut-être un peu diplomatique, peut-être même un peu politique sur le truc, parce que avec le temps, comme je t'ai dit, on n'est pas là pour refaire des petits dessins. Oui, On a passé ce niveau, on est trop loin pour refaire des petits dessins. Et te dire, ouais, mais lui, il avait dit, lui, il a fait, lui, tu vois ce que je veux dire? C'est Oh, ouais. peut-être qu'une autre personne dans le label ou qui a participé à l'histoire du label pourra revenir sur ça. Mais moi, je préfère regarder ce qui s'est bien passé et ce qu'on en a tiré. Ah ouais, Mais après, c'est clair que sur l'aspect économique des choses, Ouais. tu ne peux pas gagner une guerre à laquelle tu ne participes pas. Ouais. Pas d'album de l'Alco, pas d'album d'Escobar Maxon, Ouais. pas de nouvel album de Ifi. Point. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ouais. Cette guerre-là, on peut pas la gagner si on n'a pas les produits qui sont exposés. Après, les raisons, chacun a ses raisons. Ok. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec toi. Mais il faut pas juger. Je comprends ce que tu veux dire. Mais faut un peu mettre un peu de légèreté dans la lecture des choses. Ça permet de voir les aspects positifs mieux que ce qu'on avait pu apercevoir. Parce que quand tu regardes l'histoire dans son entièreté, je crois savoir que tous les rappeurs qui étaient dans 45 Scientifiques aujourd'hui produisent encore de la musique. Et pour certains, de la musique d'exception. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ils continuent. Les producteurs, managers s'expriment dans leur domaine. Tu vois, pareil aussi à haut niveau. Je pense à Jean-Pierre Sec, qui fait des choses très bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qui est même aujourd'hui un modèle pour certains en termes de business. Tu vois, on dit quelque chose, on dit small is beautiful. Tu vois, parfois ce qui est petit est beau. Faut pas toujours attendre tu vois, ça peut pas toujours être des montagnes. En tout cas, cette histoire-là, dans l'histoire, c'était pas nous. L'histoire de la montagne, là, du coup, c'était pas nous. On est ressorti un peu plus humblement. Mais je pense qu'on a le mérite de toujours être là et de participer, chacun à sa façon, à l'évolution ou de son art ou de celui des autres. Moi, ça me va comme ça, frère. Non, c'est ça. Hein. Myriam, qu'est-ce qu'on pense de l'ALCO? Est-ce que tu connaissais d'abord? Est-ce que tu connaissais déjà Non, pour bah, commencer? c'est la première chose que j'allais dire. Moi, j'ai pas les connaissances pour rebondir sur tout ce que tu as dit. Je suis contente de découvrir toute l'histoire derrière. En fait, c'est tout ce que je peux dire parce que je suis obligée de juste t'écouter compter en fait et aussi m'étouffer parallèlement. Mais
Ouais, mais si tu sais que t'as un bail qui peut nous tuer, Anatine. Non. Je suis juste en train de faire une allergie. Je rigole. De toute façon, je le dirai pas, même c'est parce que vu que je suis égoïste. Mais non, moi, j'ai pas les connaissances pour rebondir à tout ça. Je vous écoute juste. Ouais, mais t'as écouté un peu ses sons et tout ça. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses un peu? Bah, j'ai écouté surtout, du coup, je me suis concentré sur le dernier projet, Bags, si je me trompe pas. Et j'ai adoré. Ah bon? Ouais. C'est surprenant. Ouais, non, si, j'ai adoré. C'est surprenant. Vu que. Pourquoi? Non, mais c'est surprenant parce que ça me surprend. Ah ouais? Ouais, non, je m'attendais pas à ce que les gens aiment bien ce truc. Non, Non, je te dis honnêtement. Non, moi j'ai adoré. Je pense que. En fait, quand je l'ai écouté, c'est juste un truc. Enfin, c'est un projet intemporel en fait. Pour moi. Hein. Merci. Je pense que c'est trop tôt pour que je me précipite à te dire que c'est un classique. Mais ma raison me dit de dire que c'est un classique en fait. Oh, je sais pas si ça sera un classique, mais merci. En tout cas pour moi. Merci, j'espère que c'est pas ma présence qui t'impressionne. Non, pas du tout. Je l'ai dit avant. Tu penses. Je l'ai dit avant. Elle l'avait dit avant. Je l'ai dit avant, je l'ai dit dans la voiture. Ok. Non, j'ai vraiment aimé. Surtout l'intro, les 3 premiers sons, ils m'ont mis directement dedans. Aussi, une chose qui m'a surprise, qui est pas censée être surprenante, c'est la longueur des sons. Ouais. Et c'est ça qui m'a fait dire ah ouais, c'est vraiment de la musique d'ancien. D'accord. Mais dans le bon sens. Hein. Ouais, non, mais c'est pas, tu sais, c'est pas une. Nous, on a tellement respecté nos anciens, tu vois. Moi, j'ai eu des anciens. Je pense par exemple à un de mes anciens qui faisait du raga, un des premiers ragaman en France, Pablo Master. Et il nous apprenait trop de choses sur la musique quand on était petits. Pour moi, il était tellement big. Tu vois, je le voyais tellement big que pour moi, quand je pense à lui, quand je pense à nos parents, les Manu Dibango, tu vois, c'est ces gens-là que avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, que j'ai eu la chance de côtoyer, pas son âme. Pour moi, quand tu dis ancien, moi, c'est un tu sais, je sais plus dans quel texte je dis c'est en France que vous aimez les enfants, nous en Afrique, on respecte que les vieux. tu vois ce que je veux dire. Quand tu dis ancien, moi c'est un mot que j'aime bien. Non, en vrai, il n'y a pas de mauvais sens. Donc voilà, on est tous l'ancien de quelqu'un. Ça peut sonner bizarre. Hein. La phrase elle peut sonner bizarre. Mais c'est fait exprès. Ouais, c'est fait exprès, c'est une tic. Il y a une double lecture. Tu vois ce que je veux dire. Donc, t'as pas compris la double lecture, mon gars? Ouais, continue, vraiment. Ouais, du coup. J'étais pas sûr. Je relève pas. Non, du coup, le fait que ce soit long, du coup, en fait, ça m'a. Je sais pas comment expliquer. En fait, lu le projet comme je fais ce que j'aime. Ouais. Point. Mais un truc important que je vois souvent justement dans les anciens qui rappent, c'est que j'ai pas du tout senti un mépris pour la nouvelle génération en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, je l'ai pas senti comme je le fais parce que ouais, parce que le rap c'est ça genre. Exactement. Non, voilà. J'aurais pas pu mieux le dire. C'est juste je le fais parce que je l'aime comme ça. Ouais. Et aussi il y a un featuring avec Crotal, je crois que si je me trompe pas. Exactement, ouais. Qui est pas du tout du même univers du coup. Oui. La fusion des deux, elle est surprenante. Je le connais pas du tout. Du coup, je sais pas ce qu'il fait d'habitude. Mais dans ce son-là, excuse-moi, j'ai oublié le nom, mais incroyable parce que c'est une fusion de deux mondes. Il y en a deux en fait, mais celui auquel tu penses, c'est peut-être Yaoundé Boxing Club. Sûrement. Ouais, Yaoundé Boxing Club. Et Crotal, en fait, pour te dire, Crotal, c'est un rappeur du Cameroun. Okay. Parce que pour la petite histoire, quand j'ai enregistré l'album, je l'ai enregistré en Afrique. Donc je l'ai enregistré au Cameroun parce que j'y ai vécu pendant 5 ans, là, les dernières années, avant que je revienne en France. Et donc, Crotal, c'est un rappeur du Cameroun, mais plus que d'être un rappeur du Cameroun, c'est un frère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui on a une longue histoire, on a échangé beaucoup de choses. Il était très proche de frères à moi. Et famille, sur des questions de famille, on est aussi proches. Et on n'avait jamais fait. Et lui, il incarne vraiment. Il est c'est le king local. Et il a la particularité d'être
un chef d'un village. Donc c'est-à-dire qu'il a des attributs, spéciaux. Il est considéré. Donc quand son rap, c'est comme pour beaucoup, comme je pense à Baponga au Gabon, je pense il y a à Brazzaville, il y en avait un, j'ai oublié son nom, mais je le retrouverai. Ce sont des rappeurs en fait qui incarnent ce qu'on peut appeler, ce que quelqu'un avait codifié en appelant l'urban villageois. C'est-à-dire qu'en même temps, ils sont dans les codes du pays, des anciens, ils respectent certains codes et en même temps, ils ont cette culture rap, ces trucs. Donc, une rencontre entre moi et Crotal, c'est quelque chose de forcément important, c'est-à-dire que c'est pas que de la musique. Et on arrive à, peut-être ce que tu ressens dans le morceau, c'est déjà peut-être une complicité, mais c'est qu'on arrive à parler de deux choses, de la même chose, de deux façons différentes, mais qui finissent par concorder en fait. Tu vois, parce que lui c'est typique, c'est le typique, le gars, moi je suis au bled, je suis chez moi, je suis un roi chez moi, je serais pas un roitelet chez vous. C'est vraiment la philosophie. C'est-à-dire que faites ce que vous voulez chez vous, quand vous arrivez chez moi, je suis un roi chez moi. Point barre. Et je veux pas savoir qui est le truc, qui est... tu vois ce que je veux dire. Donc il a ce côté... il a cette dynamique. D'ailleurs, son label s'appelle Ndabot. C'est-à-dire, c'est vraiment comme... Je pourrais pas traduire ça spécifiquement, mais... C'est comme la maison du peuple, celle où on rencontre le chef, quoi, tu vois. Et donc, cette rencontre, elle était spéciale. Et j'ai enregistré d'ailleurs dans ses studios. Il avait des très beaux studios, d'énormes studios qui sont dans sa maison. Donc, il passait le temps parce qu'en même temps, il est le patron de la fédération de boxe et en même temps, c'est lui qui entraîne les athlètes d'haltérophilie, en même temps, ces trucs. Donc, dehors, il y avait 300 bougs et puis moi, je rentre au sud. Tu vois, c'est une ambiance spéciale. C'était vraiment spécial et d'ailleurs, voilà, une grosse dédicace à tous les frères là-bas avec lesquels on a travaillé. Okay. Ils se reconnaîtront et donc je te remercie pour cette analyse. Je suis surpris. Non, mais du coup, je suis contente de connaître Crotal. Maintenant, je vais aller voir ce qu'il fait. Ouais. Je suis super content. Et sinon, après, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a plus vu dans le rap-jeu pendant longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux, hein? Tu continuais toujours à écrire ou bien tu faisais d'autres business à côté C'est pas incompatible. Tu vois, c'est pas incompatible. C'est-à-dire, moi, je sors l'album L'Olave met l'argent en probe, uniquement digital. Je pense qu'on est en 2011-2012. Ah, c'est ça. Oui, 2011 ou je sais plus. Dans ces années-là, bref, il y a 10 ans. Mais comme on parlait tu vois, on a vraiment charbonné, quoi. Okay. Pour faire des sons, à un moment, ça devenait difficile. Okay. Parce qu'on a toujours tout payé. Ou alors on s'est toujours engagé à payer. Tu vois, mais on a toujours tout fait tout seul. Mais tu vois. Justement, je voudrais rebondir dessus. Donc j'étais un peu fatigué. Lorsque tu dis que t'as tout fait tout seul, j'ai été surpris de savoir en vérité que t'avais également une casquette de producteur. Ouais. Donc qui était beatmaker, quoi. Non, beatmaker non. C'est-à-dire que non, je suis pas beatmaker. Mais on va dire que j'ai coproduit des trucs. Parce on peut pas usurper le tu vois. Parce que comme je voyais ton nom sur tous les... Non, il y en a d'autres qui sont des vrais beatmakers. Okay, Ifi, c'était un beatmaker. Non, il y en a c'est des vrais beatmakers. Okay. Moi, comme je viens quand même de l'école de la musique, tu vois, du Peura, je connais quand même un peu. Donc, je peux coproduire des tracks, mais jusqu'à être producteur de son, non. Okay, mais j'ai été producteur au sens... sans utiliser le mot ronflant d'exécutif, mais j'ai été producteur de disques. Je fais également aussi du management, du développement. Okay. Voilà, mais je pense qu'on y reviendra. Ok, d'accord. Ouais. Jonks, qu'est-ce qu'on pense un peu de tout ça, hein, de mon gars l'alco? Bon, déjà, on va revenir vite fait sur le parcours.
Parce qu'on retient souvent 45 Scientifiques comme étant le premier label à avoir fait disque d'or en indépendant, 100% en indépendant. Le vrai disque d'or de l'époque, là, 100 000. non. Celui à 100. Ouais, celui le vrai. Ah, le Parce vrai. que depuis, je sais plus c'est quoi un disque d'or. Les chiffres, ils changent tous les jours. Et donc, après, bon, le numéro 10 est parti. L'artiste principal est parti. Mais on oublie aussi que derrière ça, et tu l'as très bien rappelé, il y a le mouvement. Donc il y a un mouvement qui a été créé. Le côté un peu hustler, même si effectivement c'est du rap HEC, c'est quand même le côté hustler où on fait tout nous-mêmes, on fait notre débrouille nous-mêmes. Exactement. Et tu l'as expliqué toi-même, il y a beaucoup de petits qui sont sortis. Ouais. Des H McDom qui sont encore là aujourd'hui. Ouais. Des Maître Kim qui sont encore là aujourd'hui. Tu avais cité qui encore Dossé. Il y en a eu plein. Bon, après, Despo. Dossé avait déjà ce truc. Dossé est particulier. Parce que Dossé avait déjà ce truc, lui. C'est-à-dire que bien qu'étant le frère de Pete Bacardi, Dos n'a jamais, en fait, moi, de mémoire, il a jamais été sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de respect pour son ref, pour son truc. Il a vécu les trucs de son grand ref. Mais moi, donc son associé de l'époque, et qui est un de ses frères, Narbé, ils viennent me voir. Narbé, je pense que Narbé, il est encore au lycée. Et Narbé, il me dit, ouais, vas-y, nous, on fait une mixtape qui s'appelle Bolide. Je lui dis, mais oui, tout de suite. Parce que quand j'ai vu Narbé, la gouache, la gnaque, je me dis, mais c'est impossible. Les gars, ils avaient cette avance-là. C'est pour ça que je ne m'attribue pas, ou je ne nous donne pas tous les lauriers. Il y avait vraiment, je pense que c'était une génération, une époque, tu vois ce que je veux dire. Parce que Narbé, il est venu, moi, il m'a choqué. Hein. Personnellement, Narbé m'a choqué. Il est venu, je crois qu'il était lycéen, il devait être en première, en terminale. Il me dit, ouais, voilà, nous, on fait une mixtape, on te veut dessus. J'ai guetté Narbé, j'ai dit, tu fais une mixtape, toi? Il me dit, ouais, je fais une mixtape et tout. Mais je l'ai pris au sérieux tout de suite. Ouais, Je suis arrivé à sa séance. T'as senti sa détermination? Ouais, j'ai senti. Je suis arrivé à leur séance et ça n'a pas menti. Aujourd'hui, Narbé, peut-être le mec qui a fait évoluer un peu avec d'autres, mais surtout le street foot avec son projet Impulse Star. Tu vois, quand tu vois, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Un mec qui est capable de faire ça aujourd'hui, c'est qu'il avait déjà un truc. Ok, attends, 30 secondes. Quand tu dis... C'est celui qui a ce truc Impulse Star C'est lui. qui fait des gros événements. Ouais, c'est lui, c'est lui. Ok, C'est lui. ok. Donc, Ouais, qui je était avec Dossé. Et donc, voilà, Dossé, on fait sa mixtape. Et en retour, on lui dit, bon, viens sur Baby Killaz. Et après, on commence à... Tu vois, on fait des choses jusqu'à ce que Dossé improvise la réalisation d'un film, d'un street film. Tu vois, un peu comme Alpha avait fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'aimais bien cette époque, Alpha qui fait un street film, mais en fait, il le fait avec Jean-Pascal Zadi, qui est un pote à moi. JP m'appelle, il me dit, j'ai le film, mais il me manque un truc. Viens bavarder dans mon film. Donc on vient, on fait des voix off et trucs, ça donne African Gang. On n'avait pas peur de faire des choses par conviction. On s'en foutait de ce que les gens allaient en penser. Tu vois, parce que beaucoup auraient pu dire, ouais, mais c'est pas un vrai film, il n'y a pas des vraiment, ça sort pas en salle, ça truc, mais moi j'y vais pas. Nous on y allait direct, et je pense que c'est ces risques-là. Tu vois, c'est des Alpha 520 aujourd'hui qui sont cités par des artistes mainstream, alors qu'à l'époque, tout le monde faisait semblant de pas le voir passer. Exactement. C'est ça, hein. Ah, je l'ai vu, moi j'ai vécu ça. C'est fou. Hein. Tu vois, Alpha est passé, les gens ils faisaient crailler, tu vois, ils faisaient crailler, ils le voyaient pas. Mais aujourd'hui, regarde comment il a influencé la banlieue française. C'est C'est incroyable. Hein. En tout cas, African Gangster, ici à Lille, il est passé en salle. Hein. Ah ouais. C'est une petite salle ghetto, mais il est passé en salle. Hein. Ouais, non, mais c'est bien. En tout cas, shout out à ces gars-là, à ce film-là, African Gangster, le film de Dos aussi. C'était intéressant. Donc Dossé avait cette particularité-là déjà. Je pense que en voyant des gens comme nous, ça l'a peut-être aussi surmotivé. Bon, en tout cas, quand il arrive, le mouvement était là, l'énergie était là. Et c'est ça un peu l'héritage. Parce qu'effectivement, quand on parle beaucoup des anciens, moi je dis toujours c'est très important pour les nouvelles générations d'avoir des anciens qui laissent une trace et qui laissent une marque. C'est vraiment important. Au-delà de dire que les choses ont été faites, vraiment laisser un véritable héritage. Maintenant, après, ce qui serait intéressant et important ici en France, c'est d'avoir cette culture du shout-out. Tu vois, de rappeler un peu. Exact. Et ça, c'est le travail des Maître Gims, des H Magnum, c'est à eux de faire ça. Tu vois. Non, même pas seulement. Moi, bon, on les cite eux. Eux, ils ont juste fait ils sont venus sur des mixtapes, ils ont fait, je veux dire, ils doivent rien à personne. T'as capté, ils ont fait vraiment leur truc eux-mêmes. Mais et moi, c'est les noms qui me sont venus en tête, mais il y en a plein.
Il y en a plein. Ah, en tout cas, je parle de tous. Moi, ouais, exactement. Mais je parle de tous. Je pense que le travail est une des raisons pour lesquelles aussi je suis venu. Franchement, je voulais aussi vous renvoyer aussi ce respect, ce travail que vous faites autour de... Je vais pas faire vulgairement, genre comme les carrés, genre la culture. Mais en vérité, c'est ça. Parce que vous replacez, vous revalorisez les choses. C'est important, hein. Vous revalorisez les choses. Quelqu'un fait quelque chose, vous donnez vos avis, vous l'étudiez. Fondamentalement, on pourrait se dire que ouais, c'est facile. Mais non, c'est pas si facile que ça en vérité. Et c'est important. Parce que moi, je suis arrivé, moi j'ai mon œil, j'ai un œil d'expert comptable, je suis arrivé, je ne vois pas une rentabilité directe sur ce que vous êtes en train de faire. Mais je vois la rentabilité parallèle. Ce que ça peut construire comme énergie, ce que ça peut construire comme business. Parce qu'en vérité, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que les meilleurs business naissent de l'histoire. S'il n'y a pas de storytelling, il n'y a pas de business. tu vois ce que je veux dire? Tu sors des punch, hein? Tu vois, mais regarde tous les voix suprêmes. Regarde tous les tracks. Regarde toutes les affiches de marchandises que tu achètes. Les vêtements que tu achètes depuis 1860. Since. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Tu crois que qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? C'est qu'on est là depuis. On a une histoire dans le truc. On a construit le truc. Et c'est cette expérience de l'histoire qui fait que tu nous fais confiance parce qu'on est un produit de qualité. Tu vois? Et on a essayé de faire croire à une certaine génération de petit peu, oh, l'histoire, ça sert à rien. Les anciens sont tuba. Tu vois? Les anciens sont tuba, ils sont totalement tuba, c'est idiot. Tu vois, c'est comme dirait mon gars Lochfi. Mais en vérité, non. La culture américaine, elle tient pourquoi? Elle tient pourquoi? Parce qu'il y a toujours un shout-out. Parce qu'il y a les fondations. Tu vois? Les fondations. Quand Jay-Z voit que il tremble un peu et que sa seule référence commence à être ébranlée, il vous dit non, moi je suis Jay-Z, mais je suis pas Jay-Z. Je suis fan de LL Cool J. T'as capté? Donc tu dis waouh, LL Cool J, et ça te fait réaimer Jay-Z d'une autre façon. T'as capté? Ils font monter en fait à chaque fois la référence pour que tu te dises non, je maîtrise pas le produit, il y a quelque chose de supérieur au-dessus. Et ça, il faut continuer à le faire parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir faire un business. Tu vois, c'est avec ça qu'un artiste il va pouvoir dire voilà, moi j'ai travaillé, j'étais dans les studios avec Kamos depuis 5 ans. Quoi, Kamos? Non, t'as bossé avec Kamos? Ok, d'accord, fais-nous écouter ton titre. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est. Brand, faut construire des noms, faut construire des brands. C'est ça. Bah, justement, en parlant de décortiquer, moi aussi j'ai écouté ton dernier projet. Ah, mais toi tu vas me tuer, toi. Vas-y, mon frère. Bah, sens-toi libre. Alors, pour moi, franchement, ton projet, c'est le parcours d'un homme noir en quête de son identité et la recherche de son histoire. Aussi. Tout le temps. Avec une recherche d'idéal à l'extérieur. Tout en sachant que, en fait, la vraie richesse, elle est à l'intérieur, elle est à la source. Et on le voit dans tes promotions négriers, toujours dans les bags, toujours dans les bails, pardon, mais on ne dit jamais les bails. Le nouveau Basquiat, en sachant que le Basquiat, c'est un jeune Renoir d'origine haïtienne, je crois. Haïtienne, qui est tombé dans le milieu de l'art, qui n'est pas du tout son milieu, qui est pas du tout et qui s'est un peu perdu dedans. Exactement. Et c'est là où on arrive même au son suivant qui est... Question puissante. Et pour terminer, après, en passant par Bateau et surtout la nuit, une nuit à Lampedusa. À Lampedusa, où tu as le choc de culture. Et surtout la déception, il y a toujours de la fameuse déception où on pense que là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est extraordinaire. Alors que tu arrives là-bas, tu arrives dans un choc. Exactement. Et c'est là où on voit même des punchs comme ils ont joué les singers pour jouer les mannequins. Maintenant, ils sont mannequins et ils jouent les guéris. Alors, si tu peux expliquer un peu cette punch. Non, en fait, si tu veux, c'est... tu vois, j'ai voulu... Le nouveau Basquiat a eu un processus de création particulier. Parce que je trouve le titre. Parce que je trouve le titre, je me dis, Basquiat.
et je vois la fascination autour de Basquiat. Tu sais, par exemple, Jay-Z, pour parler de lui, a construit un genre de métaverse autour de Basquiat. Il a la même coiffure. Totalement. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Il a la même coiffure, il a la même attitude. Je ne sais pas quel message il veut envoyer. Et Basquiat, c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui a comme... C'est comme si le talent avait un couteau sous la gorge. Il se retrouve donc dans ce milieu avec des hautes personnalités du monde américain et qui lui font découvrir toutes les formes de perversion, de drogue, de trucs, de machin. Il rentre dans une forme de déchéance. Et en même temps, son art reflète, tu vois, une volonté d'émancipation, quoi, tu vois. Tu as beaucoup de couleurs négro-africaines qui apparaissent, mais elles sont déstructurées. Tu vois, ça ressemble à, tu vois, la perversion américaine. Et donc Basquiat, c'est ça, c'est ce bien et ce mal mélangé, en fait. Et le gars part dans des conditions terribles. Donc moi, je me dis, le nouveau Basquiat, ok, mais je dis sans drogue, sans parrainage. Ce qui a tué Basquiat, c'était la drogue et le parrainage. Les milieux dans lesquels on l'a parrainé. Il n'a pas supporté cette vida-là. Et on connaît beaucoup de gens. C'est la même phrase de « les négros sont trop Mobutu, dès que tu les mets bien, ils oublient tout ». Tu vois. C'est-à-dire que dès qu'on te sort de ton truc, qu'on caviarise un peu ton ambiance, tu deviens différent. C'est plus... Tu perds pied, en fait. Tu vois. Donc quand je construis le nouveau Basquiat, je me dis, je vais essayer de parler de la communauté, mais la communauté au sens large cette fois-ci, parce que la force de Basquiat, c'est que ça parle à tout le monde. C'est tout le monde, en fait. Et pour le faire, je me dis, je ne vais pas écrire. Donc Basquiat, c'est une improvisation. Okay. Tu vois, donc j'ai laissé couler l'instru. J'étais en studio. C'est pour ça que le truc arrive comme les lines arrivent comme des phrases. Tu vois. Et je pense au thème. J'essaye de voir une image et je la dis. Tu as capté. Donc c'est pour ça qu'en fait que le nouveau Basquiat, si j'étais un artiste important, je créerais des waouh sur les plateaux parce qu'en fait j'ai essayé de faire une peinture. T'as capté le truc? J'ai essayé de faire une peinture. Donc j'avais l'image et je dis le mot qui décrit. Mais il faut que ça sonne et que ça revienne avec l'autre. Et donc, quand je parle des frères qui arrivent en bolide et qui, comme ils n'ont rien à faire, ils repartent en bolide. Tu vois ce que je veux dire? Combien de fois on a vu ça? Franchement. T'as un Joe, tu vois, il vous guette. Bon, 2 secondes. On a 2 secondes pour voir qu'il a un gros fer. Tu vois? 3 pour voir qu'il voilà, il est à l'aise, il montre qu'il a. Mais au bout de la première minute, il y a un malaise. Bon, maintenant, et puis quoi? Et puis le gars, il redémarre, il fait v'là le bruit, il repart. Tu vois? C'est ce vide-là dans lequel on tourne. Tu vois, on tourne dans un vide comme ça, là. Tu vois, où on n'arrive à rien construire. On n'arrive à rien construire et on passe de Gucci à un autre, d'un autre à un autre, d'un autre à un autre. À chaque fois, en cherchant le truc qui va anesthésier, qui va tuer tout le monde. On veut éteindre. Mais... en fait, on tourne en rond, on est dans un cirque, on est comme dans un rat de laboratoire, il y a des gens qui nous observent, ils sont morts de rire. Dis, regarde, la souris, elle n'arrête pas de tourner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était ça un peu l'esprit de nouveau Basquiat, tu vois, c'était pour décrire un peu cette ambivalence-là qu'on a, quoi, tu vois. Ok, ouais. Après, il y a justement, comme je disais, questions puissantes où il y a vraiment les rêves qui travaillent dans la tête. Je vais être respecté comme un esclave fortuné. Où je ne demande pas ce que j'ai fait de mal, mais ce que ce que j'ai mal fait. Ce que j'ai mal fait. Et après, il y a Bateau. Où, tu vois, ils pensent qu'ils écrivent des rimes, mais ils ont plutôt des rides. Et vraiment, le bateau, c'est le voyage un peu périlleux, tout ça. Ouais, Bateau, tu vois, Bateau... c'est ouf. Cet album, en fait, Bags, je vais vous dire mon véritable sentiment sur Bags. Bags, c'est un album que j'ai fait donc en Afrique. J'étais dans des conditions particulières. Moi-même là-bas, tu vois. Bon, tu connais l'Afrique. L'Afrique, il y a toujours... il y a la version officielle. Mais quand tu arrives, tu découvres la version originale. T'as capté? C'est spécial, mais
Mais on doit traverser ça. En fait, c'est comme ça. Et donc, quand je fais cet album, je me dis, je suis pris entre deux choses. Je me dis, est-ce que les gens vont comprendre ? Déjà que j'arrive de but en blanc avec un album comme ça. Est-ce que ça correspond à ce que les gens écoutent ? C'est ça. Je commence avec ce doute-là et je me dis, de toute façon, il faut que je me sépare désormais et pour toujours de l'idée que je serai apprécié pour ce que je fais. Je vais faire de la musique je vais faire du rap comme moi je pense que c'est bon, comme ça me plaît à moi. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Donc si je dois faire un morceau sur une ambiance, il y a un morceau qui est spécial, il s'appelle Run That Shit. Et Run That Shit, c'est un de mes titres préférés. Les gens vont l'écouter, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte, le titre, il est... Et je vais te dire pourquoi c'est un de mes titres préférés. Parce que comment on l'a fait ? On avait fini l'enregistrement, parce que Bag, c'est un album où il y a beaucoup d'instruments. On avait fini l'enregistrement, et le batteur était là, il faisait tourner une batterie pour s'amuser, tu vois. Tac, tac, tac. Je dis, mais c'est quoi cette batterie ? Il me dit, non, c'est une batterie comme ça. Je dis, non, vas-y, viens, mets-moi un truc dessus. Il me dit, ah, quoi, une disto, une distorsion ? Je dis, vas-y. Il essaye. Le beat, il a pris à faire 3 minutes, c'est long. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça m'a rappelé ? Ça m'a rappelé qu'on allait dans des ambiances, qu'on était cheapeux. On aimait tellement rapper qu'on allait, comme à l'époque, il n'y avait pas de rap en France. Il y en avait très peu. Et parfois, on se baladait dans la ville et on trouvait des ambiances, parfois de rockers. Des ambiances des ambiances un peu bizarres. Mais on imposait notre rap dans leur truc. Ils faisaient un truc de batterie et nous, on rappait nos trucs. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça m'a rappelé ça. Et c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Ça m'a rappelé aussi les frérots en prison qui à l'époque rappaient sans instru. Tu vois, vraiment avec les... Tu vois, et je me suis dit, mais... À la débrouille. Ouais, voilà, à la débrouille. Je me suis dit, mais ça manque. Je vais faire un truc comme ça pour me faire plaisir. Donc ce titre-là, j'aurais même pas dû le mettre dedans parce qu'en vérité, il est pour moi. Tu vois ? Non, mais c'est ça, hein. Non, franchement, Latko, franchement, t'as un sacré parcours. Mais là, c'est quoi la suite ? Parce que tu développes aussi des artistes et tout ça, les liens que tu m'as envoyés. Ouais. Ton artiste, c'est très très bon. Hein. Ouais, bah écoute, bon voilà, c'est quoi la suite ? Donc quand je m'arrête en 2010, je me lance sur d'autres sujets. Mais ici, je suis venu parler de musique. Et en te remerciant d'ailleurs pour cette opportunité, j'en ai eu quelques-unes, mais je les ai pas saisies parce que c'était pas le moment. Et je pense que ça fait, comme tu disais, ça fait presque 10 ans que j'ai parlé avec personne de son. Comme ça, dans un lieu public, genre on enregistre, genre pour un média. Même pour les albums, je l'ai pas vraiment fait. Et donc aujourd'hui, pour parler de musique, j'essaye de faire ce que j'ai prôné. En fait, je suis toujours sur mon chemin. Tu vois ? On aime les rappeurs qu'on préfère, c'est lesquels ? C'est un peu gamin de dire ça, parce que si on analyse, mais les rappeurs qu'on préfère, c'est lesquels ? Shine Po. Il a une voix de ouf, mais il a vraiment tiré. tu vois ce que je veux dire ? Tel. Oui. 50. Boubou. Ah, il a mis des tartes de ouf. On le sait. Tu vois, on a un peu ce truc-là dans le Peura, tu vois, qui est un peu le fact-checking. On veut savoir en fait que est-ce que c'est réel, est-ce que c'est réel ton affaire ? Bon, là tu nous parles de trucs, tu nous parles de pseudo, de trucs, il s'agit de quoi ? Bon, j'appelle les gars de ta ville. Tu vois, en France, tout le monde est comme ça. Dans le rap, en fait, c'est une ambiance générale. Les gens aiment bien se checker. Mais moi, je suis pas venu dans le rap avec une dimension Pablo Escobar. Tu vois, je suis pas venu avec ça. Je suis pas venu dans le rap avec une dimension de cogneur ou de je sais pas quoi. Pourtant, j'ai une vie, comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai une vie. Ceux qui ont vécu avec moi, tu vois, me connaissent. Mais je ne suis pas non plus... Je vais pas venir avec une histoire de Batman. T'as capté ? Je ne suis pas Batman. Par contre, j'avais des ambitions réelles et je les ai mises sur la table. À l'époque,
moi je dis que l'émancipation va se faire par ce que les gens appellent aujourd'hui l'autodétermination. Mais en fait, l'émancipation va se faire par le fait qu'on essaye de monter des affaires, qu'on soit de plus en plus au contrôle de ce que l'on fait. Okay. C'est pour ça que je fais des titres comme Entreprise, Quand t'as trop d'ambition, la rue veut tes éditions. Tu vois, C'est pour ça que je fais ces titres-là. Je parle de ça, je parle d'entrepreneuriat en 2002-2003. Tu vois, je parle des voies suprêmes, de se dégager pour se tracer une voie royale. Tu vois, malgré le fait qu'on sait qu'on est là, entre nous, on va se trahir. Tu vois, on va se faire des saloperies. Mais moi, je survivrai. Je vous survivrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, c'est ça mon histoire. Donc, après l'avoir dit, est-ce qu'il fallait pas aussi, pour moi, il était temps de venir avec maintenant cette histoire, mais en vrai. De venir avec peut-être des gagneurs, des gens différents. Tu vois, les gens qui ont l'état d'esprit dont je parlais dans mes chansons. De faire des choses dont je parlais, le genre de move dont je parlais dans mes chansons. Tu vois, pour dire oui, je mets vraiment cette tape là en fait. tu vois ce que je veux dire. Donc, comment je me structure, c'est simple. Quand je suis au Cameroun, je monte un petit label qui s'appelle Alive, où je signe 5 ou 6 artistes. Mais j'investis sur du clip, j'investis sur beaucoup de choses. Mais avant ça, j'avais déjà parrainé des artistes. Parce que quand j'arrive, les gars, ils sont devant mon portail à 7h du matin, grand frère, tu vois. Voilà, c'était ça la réalité. Et aujourd'hui, ce sont des big stars, tu vois. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de personne. Ils ont compris leur propre environnement, leur propre business. Ils vivent de leur truc. Ils prennent des avions tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas de mon fait, mais c'est l'environnement juste africain qui a changé. Donc, j'essaye sur plusieurs artistes, mais je sais qu'il n'y a pas de marché. Mais j'essaye. Après, c'est aussi une façon de... Parce que être producteur ou manager, c'est d'abord une relation humaine. Tu vois ce que je veux dire? Ou le manager que moi, je n'ai pas aimé avoir. Tu comprends? Je veux être ce manager ou ce producteur ou ce coproducteur ou cet éditeur que tu te dis ah non, lui il me pousse. Tu vois? Je vois. Mais cette relation paternaliste qu'on peut avoir parfois avec les artistes, elle est toxique. Donc il m'a fallu le temps pour trouver des bons partenaires, des bons artistes qui correspondent. Et à chacun de ces artistes, structurer un label. Avec moi, mon label qui coproduit ou alors produit, mais manage ces labels. Donc, je suis plus un manager de label qu'un manager d'artiste. Tu vois, c'est ça mon business model. C'est-à-dire que j'ai une entreprise qui va, et ça je l'ai appris dans d'autres secteurs, qui va développer des micro-entreprises dans laquelle elle aura des parts. Des papyrus. Voilà, exactement. Et qui va injecter ou parfois son savoir, ou parfois un peu de son argent, ou souvent son réseau. La plupart du temps, ses connaissances. Voilà. C'est dans ce cadre-là que je fais l'alliance avec... Il y en a 2, mais il y a d'abord un big label qui est en train d'émerger. C'est le label Ballers de Ervin Gapet. Donc, voilà. Donc, voilà comment on arrive à cela. Ervin est c'est un athlète le meilleur dans son sport au monde. Médaille d'or aux Jeux Olympiques cet été. Tu vois, big man dans son truc. Tu vois, va pas le chercher là-bas. Il fait des trucs de... Non. Impossible. On se demande même comment son corps réagit. Non. Tu vois, impossible. C'est vraiment c'est une chance, c'est une chance pour son sport, ce gars. Mais par ailleurs, c'est aussi un jeune comme un autre. Il aime la musique. Qui a été rappeur avant. Qui a été un jeune en bas du bâtiment avant.
Sauf qu'il a eu la chance de péter. Ah, c'est ça. Mais il a un niveau d'exigence dans son activité qui fait qu'il se dit, bon, je vais tester des petits trucs comme ça, mais je peux pas vraiment me lancer. Parce que si je me lance, il faut que je sois chaud. tu comprends ce que je veux dire? Parce que le premier réflexe que les gens auront en France, ouais, mais oh là là, frère, et il fait déjà du sport. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Quand il va nous parler de la cité, lui. Oh, lui, il va parler de ça, lui. Oh, c'est un ouf. tu vois ce que je veux dire? Les gens ne voient pas le côté performance. Les gens ne voient pas, ils voient pas le côté histoire du gars. Tu vois? Donc, on commence ce travail-là. On se dit, OK, on va y aller. Mais on va y aller au fur et à mesure. Et donc, aujourd'hui, après quelques petites années courtes de travail, le label Ballers émerge et Erwin est prêt à découdre. Oui, il est prêt à en découdre. Là, c'est... vous pouvez voir quelques sons et on n'a pas triché. Parce qu'une des particularités, justement, d'entreprise, une des particularités de ma philosophie, c'est que nous, on peut acheter 4 millions de vues si on veut. 5 si on veut. On le sait. Comme on le sait, on le fait pas. Tu t'es capté? On assume. Quand on a 250K, on se dit c'est pas mal. Quand on a 5K, on dit mais pourquoi les gens n'ont pas aimé le son? C'est pas grave, on le laisse. Tu comprends ce que je veux dire? Jusqu'à ce que le premier vrai million, le deuxième million soit fait et que les partenaires commencent déjà à venir de toute façon. Les partenaires commencent à venir. Mais c'est paradoxal parce que quand on est en studio, on a l'équipe qui est à la porte, ils veulent faire 6 pages. Et ils parlent avec eux parce que c'est facile. On peut avoir des big médias mainstream. Mais fais-toi. Et on a les petits qui boudent. Tu vois, on a les médias du Peura qui regardent en chelou. Ils relaient pas, ils regardent en bizarre. D'accord, moi je relais. Non, moi, je relais, Fort Camos. Fort Camos, non, mais bien sûr. Fort Camos. Mais ce que je veux dire, c'est ils regardent en bizarre. Et voilà un deuxième succès qui va se passer sous leur nez. Et nous, ça nous fait plaisir de savoir que ce succès va se passer sous leur nez parce que c'est quelque chose qu'on charbonne. Tu vois, on a été fair play dans le jeu. On est venu cogner à la porte, t'as le droit d'ouvrir, t'as le droit de laisser fermer. Tu vois? Mais nous, on sait qu'on a des béliers derrière. Si on veut, en fait, on entre. Tu vois? Si on veut, on entre. Donc, voilà, c'est vraiment ce cas-là. Mais en toute humilité, ça, c'est un peu l'aspect un peu taquin du truc. Mais en toute humilité, on espère qu'il va pouvoir montrer. Après, le niveau où il est lui donne aussi une ouverture d'esprit. Voilà, il va faire plusieurs types de titres. C'est un artiste polyvalent. Donc on se prépare à envoyer son premier projet et on discute avec des partenaires, on discute avec des éventuels partenaires, mais on n'est pas vraiment, on court pas en fait, on court après. Donc c'est vraiment cet esprit-là, tu vois. Et juste pour faire un short story par exemple sur le second, qui s'appelle Lochfi, profil typique du gars des bails. Du gars des affaires, gars de la rue, vraiment, mais qui à un moment a pris une décision pour lui. Il a investi dans le business. Il a investi dans le business, il a pris beaucoup de risques. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands entrepreneurs. C'est le couple des plus grands entrepreneurs, je pense, de leur région. Ils sont en Loire-Atlantique. Des magasins, en veux-tu, en voilà. 5000 m², 3000 m² de ci, trucs. Réussite. Réussite véritable. Des ouvertures dans d'autres villes. Donc, voilà aussi quelqu'un qui a un profil où il n'a pas besoin. Mais il a ce truc. Il a encore, tu vois, les menottes lui font encore mal. Il les a plus, mais elles lui font encore mal. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc il va vouloir exprimer ça. C'est un autre défi. Donc c'est la philosophie dans laquelle on est. Là, il est en train de prendre son temps. Il est en studio. On fait des trucs depuis 2 ans. Il essaye des titres, mais ça commence toujours petit. Il fait des titres. Après, c'est pas garanti que ça marche, mais c'est la philosophie
aujourd'hui et c'est ça qui fait que les gens me se demandent, ils se disent, mais attends, est-ce qu'il le fait parce que c'est facile? Mais si c'était facile, fallait le faire vous. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est facile, fallait le faire vous. Avoir le plus grand club d'Italie qui a sa pépite, qui sort de l'entraînement, book un vol, vient à Paris, enregistre 3 titres, fait 2 clips, fait je sais pas quoi, et reprend un avion pour aller retrouver les autres à l'entraînement alors qu'eux ont dormi et s'entraînent 2 fois plus fort qu'eux. Fallait prendre ce risque. Tu vois ce que je veux dire? Fallait prendre ce risque. Donc c'est dans cette philosophie que je suis. On va essayer de pousser ça. Et si ça marche, on sera heureux. Si ça marche pas, on les aura bien emmerdés quand même, on sera heureux quand même. T'as capté? Donc voilà, mais après, on est vraiment ouvert. Si demain, je peux donner des conseils, j'ai eu la chance par exemple, de co-réaliser surtout sur Manu Dibango, son dernier album, Past Present Feature. On a fait beaucoup de choses en fait. Ok. En tout cas, c'est plaisant à savoir. Tu vois, parce que, comme notre gars Kamo se disait, pendant 10 ans, nous, on a cru que, tu vois, tu n'étais plus là, tu vois. Et j'ai envie de te dire que ça nous a fait un peu mal, quand même, tu vois. Ça nous a fait un peu mal. Ouais, mais c'est normal. Tu sais, nous, on vient d'une génération où on nous a dit qu'on a échoué. Ouais. On nous a clairement dit qu'on a échoué. T'as capté? Ouais. On nous a dit, ouais, mais toi, t'aurais dû. Mais les gens ont raison. Mais en fait, on n'est pas. J'ai même entendu quelqu'un d'entre nous qui avait fait un voyage et qui m'a appelé un jour. Il m'a dit, on est des poètes maudits. Il a utilisé le terme maudit carrément. Poète maudit. Maudit, hein. Moi, j'étais en Afrique quand il m'a dit ça. Lui, il était dans un autre pays. Je ne vais pas le citer. Un bon gars, hein. Il m'a dit, on est des poètes maudits. Quelqu'un m'a dit qu'on est des poètes maudits. Je lui ai dit, frérot, dis plus jamais ça. Parce que malédiction, là où moi je suis là, je sais c'est quoi une malédiction, là. L'endroit là où moi je suis tout de suite. Parle pas de malédiction, de quoi tu parles? Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens sont tellement en culture instantanée, tout le monde ne peut pas réussir de la même manière. Merci. Tout le monde ne réussira pas de la même manière. Est-ce que vous pensez au nombre de personnes qui auraient dû péter Arsenal et qui se sont niqués une patte, frère? Tu vois? Tout le monde ne percera pas de la même manière. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui sont des capitaines d'industrie aujourd'hui, mais qui avaient des groupes de rock foireux dans les années 80. Tu vois? Donc, tout le monde ne pètera pas de la même manière. Chacun a son destin. On nous a tellement dit qu'on n'allait pas le faire, que je pense que ça nous a fait beaucoup de bien. Parce que nous, on allait directement, on s'est orienté directement vers les leviers qui permettent une vraie réussite. Ok. Tu vois, les leviers qui permettent une vraie réussite. Quand je pense à ça, je pense à des gars comme Esco, voilà. Je sais que Esco, par exemple, il produit au Congo. Il produit un artiste au Congo, il fait des choses, il investit, comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu remarques bien dans cette génération-là, on a produit plus d'artistes et plus de mouvements que les gens qui avaient pété. Tu vois? Parce que nous, on est restés des besogneux. Frère, nous, on est restés des gens du terrain. Les mains dans le cambouis. Tu vois? On a repris vite les couloirs. Oh, c'est ça. Tu vois? Et on est connecté à des centaines et des centaines de couloirs. Tu vois? Donc, si tu veux... frère, on est connecté à des centaines et des centaines de couloirs. C'est des labyrinthes, partout. C'est même des... Merci. On monte, on descend, on retrouve les uns, les autres, les trucs, et ça va jusqu'en Afrique, ça va... Et ça, c'est ça, je trouve ça génial, parce que ça donne les opportunités à des gens de construire de faire leur vie là, de construire leur vie, frérot. Moi, je préfère ça. Je sais pas si j'avais pété dans la musique et que j'étais devenu un artiste important, j'aurais sûrement eu beaucoup de plaisir. Parce que je ne vais pas le cacher, je suis un rappeur, donc je suis un compétiteur. Donc, il y a forcément un moment où ça n'a pas marché. Je ne suis pas en train de dire que c'était mon plan du début, c'est faux. Mon plan du début, c'était d'être à la télé tous les jours et sur les couves de magazines tout le temps. Et dans des jets privés. C'était ça mon plan du départ. Frérot, c'est quelqu'un qui dit qu'il avait un autre plan. Franchement, je veux bien savoir c'est lequel. Tu vois? Moi, c'était mon plan du début. Mais par contre,
Voilà, c'est comme dans John Rambo, il vient pour une mission et finit par en faire une autre. Non, c'est ça. Mais d'ailleurs, Tu vois, dans ce que tu dis, ça veut dire qu'il y a un moment donné où tu t'es dit Oui. que, en fait, là, ce que je veux et tout de suite, c'est pas possible. Très tôt. Très tôt. En 2006, il y a un business model. Il faut faire une mixtape qui va faire 10 000. Tu fais une mixtape 2006-2008. Tu fais une mixtape qui fait 10 000. Tu es remarqué par une maison de disques. La maison de disques, elle te signe et te donne ton premier album. Ton premier album, tu ramasses rien du tout, mais tu essayes de te battre à faire des premières parties et des concerts. Là-dedans, tu rencontres des artistes un peu importants avec lesquels tu peux faire des featuring. La maison de disques te donne une opportunité pour un deuxième album. Tu mets un gros beatmaker qui va te mettre des refrains un peu bons, tu vois. Et ton deuxième album pète. Il y a toujours eu des schémas que les gens emploient. Tu vois. Mais nous, très tôt, j'ai compris que je ne ferais pas. Oui, je pouvais. En fait, ça correspondait pas. Donc la lucidité, c'est de se dire, plutôt que d'essayer d'être le mec qui va essayer 1000 fois, avec un demi-projet chez Universal, un quart de projet chez Sony, plutôt que d'être ce mec-là, vaut mieux être celui qui va essayer de s'inscrire dans un truc plus durable. Où les gens, et c'est ce qui s'est passé, autour des années 2010, moi j'étais dans mes contrées ailleurs, 2012, 2014, 2016, et je recevais des coups de fil. Mais c'est trop chaud, on a parlé de toi hier. Mais comment vous faites pour parler de moi hier ? J'ai pas sorti de truc depuis... Non, on parle du truc que t'as sorti il y a 5 ans, les gars. Tu vois ? Et donc, je voyais des émissions où les gens parlaient de moi. Non mais vraiment, des sujets importants. J'étais le sujet du jour. Mais quand le sujet lui-même est hors sujet, tu vois ce que je veux dire. Donc finalement, ça avait marqué. Tu vois, t'as des joueurs qui auront jamais de ballon d'or, qui auront jamais de trucs, mais tu vois, Pirlo, tu peux pas dire Pirlo, il est pas bon. Tu vois, tu peux pas dire Pirlo, il est pas bon. Tu vois, c'est ça en fait. Non, c'est ça. Alors, dis-moi, est-ce que faut-il revenir sur du rap engagé? Camus de Nostradamus.